Je suis Juliette Achdou. Actuellement, donc, j'occupe le poste de maître de conférence en informatique à l'Université de Lille. Donc, maître de conférence, ça veut dire que j'enseigne et je fais de la recherche. Donc, l'enseignement, je le fais ici, donc, dans l'école où on est à Polytech Lille. La recherche, je la fais à Cristal, donc c'est le nom du laboratoire d'informatique de signal automatique de Lille et enfin de l'université de Lille et particulièrement donc je suis dans l'équipe de School. School, c'est l'équipe de Cristal donc qui fait de l'apprentissage séquentiel. Donc c'est mon thème, c'est le gros thème de recherche sur lequel je travaille. Et ici donc à Polytech, j'enseigne beaucoup de matières qui ont trait à l'IA, le machine learning, le deep learning, et puis toutes les matières dont on a besoin pour construire tout ça en ISIA. Donc c'est la spécialité qui s'occupe d'informatique, de statistiques et d'IA. On pense forcément qu'avec les IA génératives, alors oui, il va falloir maîtriser ces IA génératives. Je pense que la place des ingénieurs aujourd'hui, euh, c'est de comprendre ces IA génératives. Alors, la meilleure façon de comprendre les enjeux et de comprendre les risques et les limites, etc., je pense que c'est aussi de comprendre comment fonctionnent ces IA génératives. Donc, ça, peut-être que pas tous les corps de métier d'ingénieurs sauront bien comment fonctionnent ces outils, mais je pense que c'est important que d'abord les ingénieurs en informatique et en statistique sachent comment ces outils fonctionnent. Mais en général, quand on est ingénieur, quand on a un diplôme d'ingénieur, c'est important d'avoir une idée de comment ça fonctionne. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que donc aujourd'hui, en fait, nous, on a un rôle, enfin, je parle de nous, donc les enseignants-chercheurs en informatique, en IA, en maths, on a vraiment le rôle aussi, je pense, de éduquer sur ces sujets-là. Parce que c'est des sujets, enfin, c'est aujourd'hui les IA génératives et surtout les chatbots, les agents conversationnels ont été mis dans les mains du grand public, donc de tout le monde. Et je pense que nous, on éduque les gens, qu'on leur dise qu'est-ce qui est possible avec ces outils, qu'est-ce qui n'est pas possible, et puis les risques. Alors, il y en a plein des risques, mais il y a aussi certaines possibilités, évidemment. Mais en fait, c'est important que donc nous, on se fait le relais de ça, mais que les ingénieurs qui vont être formés, à leur tour, en fait, puissent rentrer dans le débat public en ayant la connaissance de comment ça marche, parce que finalement, quand on sait comment ça marche, on a une idée beaucoup plus précise de quels sont les risques. C'est vraiment la façon la plus facile, en fait, de bien comprendre quels sont les risques, etc. Et donc, c'est important qu'ils aient une place donc, au sein des entreprises pour expliquer quand et comment en fait on va se servir de ces outils. Alors ici on parle d'IA générative, mais en général tous les types d'IA. Et puis que en général, même en tant que citoyen, ils puissent se prononcer et expliquer comment ça marche à haut niveau, mais aussi pourquoi est-ce qu'il faut qu'on les utilise et puis aussi donc aider les personnes qui ont cette connaissance à en fait démystifier les IA génératives. Je dis démystifier parce qu'en fait, je pense qu'il y a aujourd'hui vraiment plein de craintes, plein de, plein de fantasmes qui sont vraiment projetés sur ces outils-là. Et je pense que vraiment, quand on revient à qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc., ça aide vraiment à justement à démystifier ces outils et à pouvoir raisonner ensuite sur des bases saines sur qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut les réguler, comment, etc. Les compétences d'un ingénieur, ça va être bah, pour certains ingénieurs, en particulier ceux d'info et de stats et ceux qui étudient l'IA, ça va être vraiment de comprendre ces outils-là.
c'est de pouvoir les proposer au bon moment, donc ça veut dire de les utiliser à bon escient. Mais donc, en général, pour tous les ingénieurs, il y a des compétences qui sont, dans tous les cas, savoir les utiliser. Donc, savoir les utiliser, je pense que même quand on n'est pas ingénieur, il faut savoir le faire. C'est-à-dire, il faut savoir écrire un prompt. Donc, ça, c'est pas en fait le plus difficile. Écrire un prompt, il y a deux, trois choses à savoir sur en fait comment on spécifie bien ce qu'on veut. Mais donc le plus difficile à mon sens, c'est vraiment se demander comment et pourquoi on utilise les IA génératives. Est-ce qu'on le fait à bon escient? Et puis, et comment on va communiquer aussi sur le fait qu'on utilise ces IA génératives. Quand on est étudiant et qu'on utilise des IA génératives, alors il y a des cas où il ne faut pas le faire, dans tous les cas. En fait, ici à l'Université de Lille, et donc en particulier à Polytech Lille, on a une charte de l'université sur l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle générative, qui dit que en fait, il faut faire plusieurs choses, mais en particulier, les enseignants, ils doivent bien spécifier quel usage on doit faire des IA génératives, donc quels usages sont autorisés. Et puis les étudiants sont donc tenus de faire ce qu'on leur demande. Et je pense que c'est normal. Il y a des matières, enfin, il y a des enseignements où on a besoin, où on peut avoir besoin d'IA générative. Il y en a d'autres où vraiment c'est desservir les étudiants. Donc c'est pour ça qu'il y a ces distinctions. Une fois qu'on a établi dans quelle mesure on a le droit d'utiliser ça, il faut se poser toujours la question de qu'est-ce que ça nous apporte. Si, par exemple, si j'utilise des IA génératives pour coder, alors est-ce que ça m'apprend quand même quelque chose? Enfin, à la fin de mon utilisation, c'est-à-dire à la fin de mon interaction avec des outils d'intelligence artificielle générative, je dois toujours me demander, est-ce que j'ai appris quelque chose? Et si j'ai appris quelque chose, est-ce que je suis capable de le restituer? Par exemple, moi j'ai des étudiants qui posent des questions aux IA génératives. Alors après, je pense qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on aurait pu le faire avec un autre outil qui est plus économe, etc. Mais une fois qu'on a fait cette chose, une fois qu'on a, je sais pas, posé une question, si on a besoin de reformuler quelque chose qui nous a été donné, enfin, on comprend pas bien, dans ce cas, il faut se dire, est-ce que vraiment j'ai réussi à extraire une information? Est-ce que je serais capable de restituer cette information? Donc voilà, donc ça c'est toujours, en fait, c'est la même chose qu'avec Wikipédia, c'est-à-dire que le job de l'étudiant, c'est d'apprendre, et si on n'a pas appris quelque chose, on a raté, quoi. Donc dans l'éducation, vraiment. Voilà, c'est des questions qui sont pas les mêmes que quand on exerce un métier, quand on est ingénieur dans une entreprise. Et donc, il faut avoir un état d'esprit qui est différent. C'est-à-dire que l'objectif, il est vraiment pas le même. L'objectif de productivité dont on parle beaucoup, en fait, dans les médias et qui est beaucoup associé aux IA génératives, c'est pas celui des étudiants. Donc, il faut, il faut comprendre où on se situe et qu'est-ce qu'on veut faire avec ces outils. C'est toujours mieux d'être transparent sur ce qu'on fait avec ces outils-là. D'abord pour l'évaluation, mais enfin, dans le cas de l'éducation, mais aussi par honnêteté intellectuelle. Et puis après, je pense que même au sein des entreprises, en fait, c'est important d'être conscient de ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec ça. En fait, je pense que si on n'est pas vraiment honnête là-dessus, après, on se retrouve dans des situations où chacun fait des trucs un peu dans son coin. Et il documente pas ces usages des IA génératives. Et donc, en fait, il y a plein de risques qui, si on en avait parlé, auraient pu être évités, des risques de confidentialité encore, mais qui, du coup, le sont si on documente pas ce qu'on a fait, quoi. Le premier risque, en fait, c'est vraiment une mauvaise conception de ce que c'est. Donc, là, je parle vraiment des IA génératives de type ChatGPT, Mistral le chat,
DeepSeek, enfin, ce genre d'agents conversationnels. Donc, sur ces agents-là, il va y avoir le risque de se dire ce qu'on me donne, je le prends pour argent comptant. Alors, c'est pas un outil, enfin, en général, il y a certains outils maintenant d'IA générative qui proposent une sorte de vérifiabilité. Mais pour l'instant, en fait, on n'a pas des outils qui sont très fiables. Ça, c'est le premier écueil, c'est de ne pas bien comprendre ce que c'est. Donc, il y a cette incompréhension sur est-ce que c'est vérifiable ou pas, mais il y a d'autres choses. Il y a ces choses-là qui sont vraiment juste de l'incompréhension. Après, il y a des risques qui sont liés à la vie privée, donc à la protection de la vie privée. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de débuts de régulation sur ce genre de choses, mais en fait, la question de la vie privée, c'est si on met donc, si on donne des données en entrée à ces IA génératives qui contiennent des données confidentielles. Par exemple, si moi je mets, je sais pas, les notes de mes élèves, par exemple, dans une discussion avec un des agents conversationnels qu'on a cité avant. Dans ce cas-là, en fait, ces données, donc ça dépend de de ces chatbots, en fait. Mais ces données, elles peuvent être récupérées pour l'apprentissage ensuite. Donc, ça pose un problème de confidentialité. Il y a des risques qui sont liés au biais. Tout IA, en fait, qui est entraînée sur des données, elle va reprendre des biais qui sont présents dans ces bases de données-là. Il y a des gros problèmes éthiques à utiliser des IA, qu'elles soient génératives ou pas, pour des problèmes qui sont sensibles en termes d'éthique. Ensuite, il y a tous les problèmes qui sont des problèmes liés à la propriété intellectuelle. Quand on fait faire quelque chose par une IA générative, est-ce que c'est nous qui l'avons fait? Est-ce qu'on l'a fait en collaboration avec cette IA générative? Est-ce qu'il faut la citer? J'aime bien dire que donc, nous, dans nos métiers de recherche, en fait, il y a des régulations pour chacune des conférences et journaux auxquels on publie. En fait, il y a des règlements sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des IA génératives pour produire du contenu scientifique. Donc, est-ce que, par exemple, on peut citer une IA générative comme un auteur du papier? Et donc, la réponse, dans la plupart des cas, c'est non. Parce que en fait, une IA générative, elle peut pas prendre la responsabilité d'avoir écrit quelque chose. L'IA générative, elle va sûrement créer des métiers qui sont justement liés à l'IA générative, c'est-à-dire des métiers qui servent à interfacer, interfacer des systèmes d'intelligence artificielle avec des bases de données, enfin des outils propres aux entreprises. Disons qu'on n'a pas vraiment attendu l'IA générative pour enrichir certains métiers. Ça peut être la médecine, parce qu'on aime bien les exemples de médecine, mais donc par exemple tout ce qui est imagerie médicale, ça fait un moment qu'on se sert d'outils d'intelligence artificielle pour reconnaître des pathologies, par exemple. Je veux dire, en fait, moi, je pense que vraiment, comme plein d'avancées technologiques, en fait, elles ont été, enfin, il y a des entreprises privées qui s'en sont emparées avant qu'on puisse réfléchir vraiment à leur usage. Et donc, il y a plein de questions qu'on se pose aujourd'hui un peu dans la hâte, quoi, sur ces usages-là. Et puis, enfin, tu vois, les questions psy, mais bon, après, les questions éthiques, il y en a certaines qui étaient déjà présentes bien avant et en fait, on n'en avait juste pas trop parlé. Mais les questions éthiques autour de l'IA, en fait, là, ça ressurgit d'un coup. Parce qu'en fait, pareil, mais les IA génératives, les IA génératives du type LLM, quoi. C'est des usages qui ont été mis
au service de tout le monde. Et donc, avant, on avait des trucs, des intelligences artificielles qui étaient plutôt spécialisées, en fait. C'est vraiment plutôt ça, la différence. Qui étaient plutôt spécialisées et qui, en fait, étaient pas très... Enfin, il y avait certains corps de métier qui les utilisaient, etc. Mais on avait l'impression que ça servait à un seul truc. Et donc, voilà. Et en fait, maintenant, la grosse différence, c'est que ça concerne un petit peu tout le monde. En tout cas, tout le monde a l'impression que ça le concerne, pas forcément dans une très grosse mesure, mais bon. Voilà. Et donc, en fait, tout d'un coup, il faut répondre à toutes ces questions tout de suite. Donc, et alors, en fait, je pense que ça aurait dû se passer dans l'autre sens. Enfin, moi, j'aurais bien aimé que ça se passe dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se pose ces questions et qu'ensuite, ça soit commercialisé et mis à la disposition de tout le monde. Du coup, je pense que dans un sens, on n'est pas allé assez loin avant. On aurait dû se poser ces questions avant que ce genre de choses apparaissent, enfin, et soient utilisées, surtout soient utilisées à grande échelle, en fait.